Bonjour chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités exceptionnels, Stéphane et Maude, qui sont responsables de l'association qui a organisé la manifestation à Fontainebleau que je vous avais présentée. Donc Stéphane est responsable d'une boîte de nuit et Maude est responsable d'un restaurant. Donc je vais les laisser se présenter. Est-ce que tu pourrais, Stéphane, expliquer en quelques mots en quoi consiste ton activité, dans quelle région ça se situe? Je suis à Barbizon. À Barbizon, Barbizon, c'est une discothèque qui est ouverte le vendredi, samedi et veille de fête. D'accord. Et voilà, je fais ça maintenant depuis... j'ai eu plusieurs établissements avec ma femme. Et donc tu as combien d'employés? Une dizaine. Une dizaine d'employés. Une dizaine. Est-ce que depuis le début de ton activité, c'est-à-dire ça fait quand même un petit bout de temps, tu avais déjà vécu une situation aussi cataclysmique? Ben non, même aujourd'hui encore on n'y croit pas. On est fermé depuis 9 mois et demi, bientôt 10 mois, on n'y croit toujours pas. C'est un effet de sidération quoi en fait. C'est sûr, c'est le cas de le dire. Ouais. On parlera après de la situation financière des établissements. Donc Maude, est-ce que tu pourrais nous expliquer la taille de ton restaurant, dans quelle région il se situe et le nombre d'employés que tu as? Alors le restaurant, il s'appelle La Méditerranée à Fontainebleau. Je l'ai acheté il y a 2 ans et 3 mois maintenant. C'était un challenge que j'avais envie de réaliser. J'adore la cuisine un peu méditerranéenne. D'accord. Du coup, ça ne pouvait pas tomber mieux. Et voilà, l'aventure se passait bien jusqu'au premier confinement, où là, j'avais vraiment le vent en poupe, parce qu'il faut quand même savoir qu'il faut se refaire une clientèle quand on achète un premier restaurant qui était déjà existant. Et là, on avait vraiment le vent en poupe, les gens étaient très contents. Ça commençait à être vraiment rentable? Absolument, rentable, et en plus avoir vraiment des vrais contacts avec cette clientèle de quartier comme ça, qui était vraiment fidèle. Et les employés, on a commencé à 4 employés, et là, depuis le premier confinement, j'ai été obligée de me séparer d'un employé quand même, mais sans trop de dégâts, puisque c'était quand même, à juste titre, c'était un CDD, donc pour l'instant, je n'ai pas encore licencié, et je croise les doigts. Mais donc alors, licencier personne. Donc, si je comprends bien, tu es encore en train de rembourser l'emprunt que tu as contracté pour acheter l'établissement? Absolument, j'ai pris un emprunt pour 7 ans, donc c'est un engagement sur 7 ans, quoi qu'il arrive. Et sur ces 2 ans de travail ardemment fourni, je vais dire, parce que vraiment c'est du travail 7 sur 7, là je me rends compte qu'avec le prêt garanti par l'État que j'ai été obligée de demander, quoi qu'il arrive, c'est comme si j'avais travaillé 2 ans pour 0, avec un investissement total côté, sans parler finances, on va dire physiquement. C'est juste. En fait, travailler pour rien, c'est la définition même de l'esclavage, quoi. Exactement, finalement. Parce que oui, c'est ça, hein, c'est de l'esclavage volontaire. Absolument, j'avais acheté ce restaurant pour avoir une liberté totale, m'investir, créer de l'emploi, aimer et faire la cuisine, transmettre aussi à mes enfants qui sont avec moi au restaurant plein de choses. Et c'est une affaire familiale qui finalement prend l'eau avec ce. Enfin, là, je suis. Alors. On entend des bruits qui courent, comme quoi il y aura un 3e confinement. Donc je voudrais savoir ce que ça impliquerait pour vos affaires respectives, ce 3e confinement. Est-ce que ce serait fatal pour le restaurant et pour la boîte de nuit? Moi personnellement, pour la discothèque, maintenant ça va faire 10 mois qu'on est fermé. Ils ont pas accepté les protocoles sanitaires au départ, alors que ils devaient les accepter, et quand il y a eu le changement de gouvernement au mois de juillet, c'est là qu'on nous a dit nos dossiers sont partis à la poubelle. Hein, on ne sait plus où ils étaient. Et, ils ont perdu des dossiers en plus. Oui, ils ont perdu des dossiers. C'est-à-dire, en plus d'avoir une interdiction de travailler qui est décidée finalement par Paris, il y a des entraves administratives qui se surajoutent. C'est-à-dire, il y a des pertes de dossiers, quoi. Les pertes de dossiers. Ça a changé de gouvernement vers le 10 juillet, je crois. D'accord. Et ils ne trouvaient plus les dossiers parce que l'ancien Premier ministre, a failli accorder l'ouverture avec règlement sanitaire. Et dès que Castex a été élu, hop, c'est terminé, il n'y avait plus de dossier. D'accord. Et surtout Véran qui ne voulait surtout pas ouvrir la discothèque. Mais c'est vrai qu'on est fermé depuis maintenant 10 mois. Et il y a eu une 2e vague et il va y en avoir une 3e. Donc fermer ou pas les discothèques, je vois pas ce que ça changeait. Mais en termes de trésorerie, qu'est-ce que ça implique? Il y a encore de la trésorerie là En termes de trésorerie, j'ai eu un PGE
que j'ai utilisé un petit peu. Alors un PGE, pour les auditeurs, on va peut-être expliquer. C'est un prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Mais on vous prête, c'est pas une donation, on vous prête et il faudra rembourser. Donc ça veut dans dire un an, un an et demi, 2 ans. Tu es tenu en laisse, quoi. Une fois que tu as ça, tu as la corde au cou. C'est évident. C'est c'est évident. ça, ouais. C'est évident. Mais déjà, en tant que discothèque, on a toujours été tenu en laisse parce qu'on a toujours été dans le viseur de l'État et de tout le monde. Ouais. Et là, maintenant, on va pouvoir tenir encore un petit peu. Et après, si on n'ouvre pas, on va être obligé de fermer. Et tes employés, en fait, tu as du temps séparé ou ils sont comme... Mes employés, c'est des extras. Ils sont, mes employés, c'est des extras. Et il y en a qui ont d'autres travail, il y en a qui sont à la rue. Il y en a qui sont à la rue, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui ont 2-3 enfants, qui n'ont pas de quoi manger. C'est catastrophique, quoi. Voilà. D'accord. Et on peut peut-être dire à nos auditeurs que tu es responsable. Oui, je suis président de l'UMI pour 77 et 91 en ce qui concerne les discothèques, les bars et les brasseries. Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est que l'UMI? L'UMI, c'est l'union des métiers de l'industrie hôtelière. D'accord. Voilà. C'est une espèce de syndicat qui s'occupe de défendre les intérêts de la profession. C'est le plus gros syndicat en France. Qui représente, on a dans chaque département on est représenté, et après il y a des différentes personnes qui s'occupent de différentes branches, et voilà. Et comment se passe la communication avec le gouvernement? Parce que je suppose que l'UMI doit être vent debout contre l'interdiction de travailler, donc ils ont dû utiliser tous les recours possibles. Est-ce qu'il y a de l'écoute de la part du gouvernement, ou est-ce que c'est un mur administratif? Non, depuis que... Bruno Le Maire a toujours été bien, et le ministre qui est chargé avec lui des PME, qui s'appelle Alain Griset, est très bien aussi. Parce qu'eux, ils font bouger les choses. Mais tant qu'Alain Griset n'était pas là, les choses pour les discothèques ne bougeaient pas. Il a fallu qu'on manifeste pendant 6 mois, qu'on se fasse entendre pendant 6 mois pour avoir un denier de l'État. Alors c'est eux qui nous ont fermés, nous on n'a pas demandé à fermer. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc jusqu'à maintenant, on a commencé à toucher un petit peu d'argent, un petit peu de subvention au mois de... septembre-octobre. Mais c'est vrai que les subventions, c'est quand même un pis-aller, quoi. Est-ce que... Non, mais nous, on n'en veut pas, on veut rouvrir. On ne veut pas de subventions. En fait, nous, on ne veut pas être perfusés par l'État. Ce qu'on veut, c'est rouvrir nos établissements pour pouvoir travailler. C'est ça, dans le respect des gestes barrières, quoi, mais tout simplement. Depuis 9 mois et demi, on est fermé, et les restaurateurs ou les cafetiers ont pris le métier des discothèques. Et quand les bars ferment, après les restaurateurs, ils vendent aussi un petit peu au bar. Donc chacun prend le métier de l'autre, parce que c'est sans faire exprès, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Maud, est-ce que tu penses qu'en respectant les gestes barrières, les distances réglementaires, ce serait vraiment risqué d'un point de vue sanitaire d'ouvrir les restaurants, sachant que les restaurants d'entreprise, eux, ils sont ouverts? Non, moi je pense que, comme d'après ce que j'entends, d'après tous les débats qu'on voit un petit peu sur les plateaux télé, on voit bien que même les scientifiques n'arrivent pas à prouver que les clusters sont dans les restaurants. Donc tant que moi je n'ai pas la preuve de ça ou là, je ne peux pas croire en quoi que ce soit. Je pense simplement que un restaurant, c'est un lieu convivial, on peut mettre les clients vraiment en respectant les règles, oui, comme vous dites, les règles sanitaires, pour moi, non, il n'y a pas de danger, puisqu'on a déjà réduit notre espace et nos tables de la moitié de la capacité. Et puis c'est rare qu'un restaurant soit complet le midi, le soir, hormis les grosses brasseries dans les grandes villes, les restaurants de quartier comme les nôtres, ils sont pas assez, ils génèrent pas assez de flux pour faire des super clusters ou autres. Moi, j'y crois pas du tout. Parce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice. J'ai discuté pendant la manifestation avec énormément de restaurateurs. Le fait de voir que les restaurants d'entreprise soient ouverts, ça semble assez contradictoire avec le fait que les restaurants doivent être fermés. Et puis là, nous avons tous fait nos courses au supermarché. Bon, enfin, les gens sont les uns sur les autres et là, ça ne pose aucun problème. Donc, il y a un petit peu un deux poids, deux mesures. Non, c'est sûr. Et même les gens se courent sur la vente à emporter dans les restaurants. Alors, on nous parle des normes sanitaires. Les normes sanitaires, déjà dans un restaurant, on les applique tous les jours. Même avant le Covid, on est obligé d'avoir un masque pour le nettoyage, on est obligé d'avoir des gants, on a une toque, une charlotte sur la tête. On est obligé vraiment de faire vraiment tout ce que HACCP comporte en règle d'hygiène. Donc, pour un restaurant, ça ne change pas grand-chose. Hormis le fait qu'on est obligé de recevoir un peu moins de public, on a quand même des règles sanitaires qui ont toujours existé. Donc, ça ne changerait pas grand-chose.
Ouais, bien sûr. C'est pas normal. Et donc pour en revenir, je vais te poser un peu la question que j'ai posée à Stéphane tout à l'heure. Donc toi, au niveau financier, tu vas pouvoir tenir jusqu'à quand? Alors moi, financièrement, les 3 premiers mois, il faut savoir que sur des charges fixes, c'est-à-dire fixes, hein, une fois mon emprunt remboursé, mon loyer, mes taxes, tout confondu, en charge fixe par mois mensuel, c'est 12 000 €. 12 000 €? Ouais. D'accord, donc s'il n'y a rien qui rentre, mon personnel. Hein. Tu vas vite être au tapis là. Absolument, avec mon personnel. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, j'ai eu le droit à 1 500 € par l'État. Oh, mais au mois de mai, j'ai eu le droit. C'est une blague, quoi. Non, c'est au mois de mai, j'ai eu le droit à 1 500 €. Et au mois de juin, j'ai eu le droit à 1 500 €. Sur 12 000? Absolument, sur 3 fois 12 000. Ah non, donc oui, là, 12 000 par mois. En cas de troisième confinement. C'est pour ça que j'ai eu le droit au prêt par l'État, donc au PGE, le prêt garanti par l'État, que j'ai été obligée de faire, puisque sinon j'étais dans le trou. Et du coup, ce prêt, j'ai eu le droit à 50 000 €, donc c'est ce à quoi j'ai eu le droit. Ce prêt-là, voilà, me permet de tenir et de payer toutes mes charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle... Mais ça ne va pas marcher pour très longtemps, parce que 12 000 € par mois, 50 000 €, ça va être consommé en 4 mois. Non, mais là ça va parce qu'ils ont pris en charge quand même les salaires. D'accord. Moi, j'ai pas de salaire par contre. Moi, j'ai rien. J'ai rien du tout. Bah, donc, alors, le restaurateur vide l'air du temps. En fait, d'amour et d'eau fraîche. Pour répondre à votre question, vraiment, je pense que si là on reconfine totalement et que l'État se tient à donner 10 000 € par entreprise maintenant, il y a des gens, ils vont s'en sortir, ça va leur permettre vraiment de payer leurs charges parce que 10 000 €, c'est quand même mieux que 1 500. Bien et sûr. là, ça va permettre quand même de garder à flot l'argent du prêt garanti par l'État et de ne pas nous mettre en deçà. Or, en revanche, s'ils arrêtent ces 10 000 € et qu'ils nous font réouvrir avec un couvre-feu, là pour moi, je pense que j'ai pas d'espoir. Ouais, j'ai pas d'espoir parce qu'ils nous ont fait travailler 2 semaines là avant le vrai confinement, 2 semaines avec le couvre-feu. Le chiffre, il faut savoir qu'on le fait le soir. Ouais. C'est-à-dire que là, sur un exemple... Ouvrir que le midi, ça ne marcherait pas. Voilà, un exemple, un week-end, je vais vous donner une hypothèse. Si un week-end, le soir, on fait juste en 2 jours 6 000 €, c'est un exemple, et bien là, en 2 jours, on a fait 350 €. En 2 soirs. Ouais, d'accord. Donc, ça c'est l'effet couvre-feu. Les gens rentrent chez eux, ils ont peur de se faire arrêter pour prendre... Est-ce qu'ils ont vraiment envie de prendre un risque et d'aller manger au restaurant? Ce couvre-feu, il est vraiment en train de tuer l'économie libre. Pour moi, c'est ça, le couvre-feu, c'est ça qui m'a... Alors ça me fait trop peur. Donc, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quel pourcentage des emplois ça représente l'économie libre en France? Alors, ce que j'appelle économie libre, c'est les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME, toutes ces entreprises dites du privé, mais hors grosses sociétés du CAC 40. Hors groupe? Non, je ne sais pas du tout. Pas du Donc, tout. ça représente 70% des emplois. Ah ouais. Donc, on se retrouve avec un confinement. Alors, évidemment, tous ces emplois-là ne sont pas menacés, mais enfin, on a quand même une énorme catastrophe qui est dans les tuyaux. On parle d'1 million d'emplois qui vont sauter. Là, c'est sûr. Non, mais c'est évident, parce que là, pour l'instant, même si on est perfusé, même si on ne sait pas si on va rouvrir, en attendant, il y a plein de gens déjà, et on n'a qu'à voir juste les commissaires-priseurs. Il y a un restaurant ou un bar ou un café qui coule tous les jours en France. Ah, c'est ça. Et là, dans le... Et là, pour l'instant, on est encore un petit peu perfusé, on nous donne un petit peu d'argent. C'est ça. Mais là, quand on va nous rouvrir au mois d'avril, mai, juin, septembre, on ne sait pas, puisque avec l'État, c'est... oui, ça change tout le temps, en fait, on sait pas. On est au jour le jour. Donc, quand on va rouvrir, c'est là qu'il va y avoir le plus de dégâts. Et il y a déjà eu 5 suicides chez les restaurateurs, dans leur profession, et il va y en avoir de plus en plus, parce que les gens qui ne peuvent pas payer, qui ont économisé toute leur vie pour avoir... En fait, une retraite. C'est leur vie qui s'effondre, quoi. C'est sûr. Même moi, j'avais de la chance. J'avais un petit peu d'argent de côté, tout ça, j'ai pu réinjecter. Mais quand on n'a pas d'argent de côté, on n'a rien à réinjecter. Ouais, c'est ça. Donc on coule. Oui, j'avais eu la possibilité d'interviewer un jeune qui venait de reprendre l'entreprise Franck Sono. Là, il me disait, il était un peu dans ta situation. Il venait de se mettre un emprunt énorme sur le dos. Et puis là, il est interdit de travailler, quoi. Tout simplement. Et c'est vrai que ce qui est un peu rageant, c'est si on se compare par exemple avec les pays qui sont autour de nous,
les conditions sont quand même nettement moins strictes. Parfois, je crois qu'en Suisse, les restaurants ne sont pas fermés, les stations de ski sont ouvertes, oui. Et finalement, ils s'en sortent pas plus mal que nous d'un point de vue sanitaire. D'autant que l'État, il a tort, parce que c'est vrai qu'on génère de l'emploi et on génère aussi énormément de TVA. Il faut voir toute la TVA qu'on donne chaque mois. On ne parle pas non plus des centres commerciaux des grossistes, les métros, les promos cash et tout ça. On va faire nos courses régulièrement là-bas. Mon petit producteur de Seine-et-Marne là, qui me livre mes aubergines, mes pommes, mes poires. C'est un effet domino, génial, évidemment. absolument. Il y a tous les fournisseurs qui vont boire le bouillon. Voilà, et du coup, on ne génère même pas de TVA, on ne génère pas d'emploi, on ne génère pas de flux. C'est une chaîne. Sur les CB, avec toutes les commissions qui nous prennent, les banques sur les CB, les banques, ils n'ont peut-être pas besoin d'aide, mais en revanche, on a aussi les tickets restaurants sur lesquels on nous prend des commissions. En fait, on est taxé sur absolument tout. Là, en ce moment, on est taxé sur la CFE, une CFE 1200 € à l'année. J'ai demandé une réduction ou une remise gracieuse parce qu'on a quand même fermé nos restaurants 6 mois dans l'année et on paye une CFE plein pot. Non, il n'en est pas question. On va me reculer la CFE pour que je la paye dans 6 mois. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, si ça continue, oui, bien sûr, je ne suis pas du tout optimiste. Et en plus, avant de démarrer l'interview, on en discutait tout à l'heure, les entraves administratives ne s'arrêtent pas malgré le confinement. Tu viens de subir un contrôle de sécurité. Oui, un contrôle de sécurité qui est triennal, mais je l'ai quand même suivi il y a 6 jours. Et bon, ça entraîne des frais, tout ça, alors que je suis fermé. On va pas me fermer 2 fois, c'est sûr. C'est ça, oui. Donc, et en plus, ce qui me déplaît, moi, actuellement, dans le fonctionnement de l'État, c'est qu'on voit plein de fêtes qui s'improvisent, qui se font dans des villas, dans tout ça. Et quand on leur dit, mais il y a des fêtes là, oui, mais on nous dit on peut rien faire. Ouais. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Ils génèrent pas de charges, ils n'ont pas d'employés. Tout le monde est payé comme ça, et à côté de ça, nous, on est fermés depuis 10 mois, et il y a eu la 2e vague, il va y avoir une 3e. Donc ils auraient mieux fait d'ouvrir les discothèques, les établissements où on est des professionnels et où on peut gérer les choses, que de laisser faire n'importe quoi. Est-ce que d'après vous, cette incompréhension mutuelle, parce qu'on a vraiment l'impression que les gens du gouvernement prennent des décisions sans mesurer les conséquences sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est lié en fait au recrutement du personnel politique, au fait que finalement ils ne connaissent pas l'entreprise? Complètement. Parce qu'on a vraiment affaire à des énarques, c'est des bureaucrates. Complètement. Moi j'invite monsieur, pourtant Bruno Le Maire, franchement c'est l'un des seuls que j'adore parce qu'il se tient toujours bien, il est très rigoureux, il tient ses promesses, voilà, il fait pas trop de zèle. Mais j'invite Bruno Le Maire ou même le ministre de la Santé à venir juste une semaine. Une semaine travailler dans le restaurant de Maud pour changer la France. Ça, c'est une proposition qui me plaît énormément. Ah ouais, 7 jours, moi j'invite soit Bruno Le Maire, bon je préfère Bruno Le Maire quand même. D'accord, mais on les répartira. Mais c'est vrai que j'ai complètement l'impression. Si on pouvait faire venir tous les membres du gouvernement à travailler, ne serait-ce qu'une semaine dans leur vie, dans une vraie entreprise, donc chez Maud, chez Stéphane et chez tous les autres, ça changerait la face de notre pays. Mais en plus, eux, c'est actuellement, c'est comme si à eux, pendant 6 mois, on leur donne pas de salaire. Tous les gens qui travaillent dans les ministères ou même les politiciens, on leur dit pendant 6 mois, vous touchez pas de salaire. Eh ben, ils vont pas en rester là. C'est bien sûr, ils ne se rendent absolument pas compte, puisque en fait, ils ne subissent pas eux-mêmes les conséquences qu'ils font, les conséquences des décisions qu'ils prennent, tout simplement. Et ils ont un salaire garanti. Et pour eux, je pense qu'ils n'arrivent même pas à imaginer que les revenus cessent de tomber pour d'autres personnes. Pour eux, c'est tellement naturel, quoi. Et puis il y a aussi autre chose, ils ont un conseil scientifique, c'est bien, ils l'écoutent. Mais il ne faut pas oublier que le conseil scientifique, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Donc c'est des gens comme ça qui disent demain, on ferme la France, on ouvre la France, on fait ce qu'on veut. Ils sont complètement inactifs, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte des choses, c'est pas possible. Et en discothèque aussi, on n'en parle pas, mais en discothèque, il y a aussi l'abus de l'alcool, l'abus des drogues, l'abus de tout. Et les professionnels, ils sont quand même là pour arrêter tout ce flux vraiment qui est super dangereux. Et toutes ces fêtes là dont il parlait tout à l'heure, c'est une catastrophe parce que tous les jeunes que là, du coup, zéro contrôle, ça se fait sans supervision. Ça se fait sans filtre. C'est-à-dire que même nos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais tous nos enfants, ils sont aussi amenés à participer à ces fêtes.
sauvage. Et voilà, lui, il se fait taxer depuis des années. On est taxé à mort à chaque fois qu'on a un commerce. Et il se défonce vraiment pour être dans les règles. Et là, d'un coup, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Et nous, on a pignon sur rue. À chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, on est accusé à tort et à travers. Mais par contre, tout ce qui se passe à l'extérieur, les fêtes privées, les anniversaires, les mariages, tout ça, personne ne va contrôler ou voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. C'est évident que ce rôle de conseil et puis d'interdiction aussi qu'il peut y avoir dans les discothèques face aux conduites à risque, là, il n'existe plus. Oui. J'aimerais bien. Et là, on est des pestiférés quand même. On est quand même pestiférés parce que, à part Alain Griset qui s'occupe des PME, tout ça, les autres, je veux dire, Véran ne veut pas nous rencontrer, personne ne veut nous rencontrer. Ah, ils vous reçoivent même pas? Non, Olivier Véran, pendant au mois de juin, c'était si vous ouvrez les discothèques, moi je démissionne. Ah, d'accord. Donc c'était un petit peu poussé. En fait, c'est un mur, quoi, cet homme-là. Oui, c'est pas que c'est un mur, c'est que c'est comme lui, il dit, voilà. D'accord. Et justement, en parlant donc toujours de vos entreprises, on parlait tout à l'heure avant de démarrer la caméra du fait que nous étions les plus taxés d'Europe. Parce qu'en fait, c'est pas la seule calamité qui s'abat sur les entrepreneurs français, ce confinement lié au coronavirus. On a aussi la palme du pays où les entreprises sont les plus taxées en Europe. Et où, une fois que l'entrepreneur a réussi à se verser un dividende, eh bien, on a les impôts sur le revenu les plus élevés d'Europe. Donc, tu faisais part d'un petit calcul qui avait été fait. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle part reste effectivement dans les mains de l'entrepreneur une fois que tous les impôts et toutes les taxes sont partis? Une fois que tout est payé, qu'on a tout payé, sur 1 euro, il reste 20 centimes. Il reste 20 centimes. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui partent. Voilà, soit aux fournisseurs, soit pour l'État, quoi. Pour tout le monde, on redistribue 80% et pour nous, il reste 20%. Quand ça se passe bien, quand on travaille. Parce qu'il y a aussi, nous, on essaie de travailler, mais il y a des gens qui ne travaillent pas pour pouvoir donc gagner 20%. C'est vraiment à la fin de l'année, que tout soit bien passé, qu'on puisse se verser des salaires, tout ça. Ce qui n'est pas le cas, je vois pour moi, depuis 2 ans, elle ne se verse pas de salaire. Ouais, c'est terrible. Même psychologiquement, c'est très déprimant. Et ça, je m'y attendais. Oui, c'est déprimant, mais je m'y attendais quand on est chef d'entreprise. On sait que les premières années, quand on fait un crédit sur 7 ans pour avoir son fonds de commerce, on va pas pouvoir se faire de salaire. Donc, si vous voulez, il faut vraiment... il faut travailler beaucoup pour que ça commence à être rentable. Là, cette année, j'ai payé un petit peu d'impôts malgré le petit chiffre que j'ai fait. Je me suis bien défendue quand même, mais évidemment, j'ai été taxée. Je ne m'attendais pas à être taxée du tout, mais j'ai été taxée. D'accord. Oui, évidemment. Dès que ça commence à être un peu rentable, les hyènes sautent sur le... J'ai été taxée, mais bon, moi, j'ai jamais été contre payer des impôts, il n'y a aucun problème. Mais là, voilà, si j'avais pas ce confinement et ce manque d'aide, oui. Là, vous voyez, voilà, payer des impôts, je veux bien, mais fermer mon restaurant 3 mois d'affilée et avoir le droit au total sur 3 mois à 4 500 €, sachant que j'avais plus de 30 000 € de charges. Non, mais là, c'est incroyable. Si vous voulez, si j'avais pas eu En fait, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Les 3 premiers mois de confinement, moi, j'ai énormément... moi, j'ai perdu mes 2 ans de travail et d'investissement premiers, je les ai perdus. Donc, pour résumer ce qu'on a appris jusqu'à présent, là c'est quand même un scoop. Donc sur 1 euro rentré, il reste 20 centimes pour l'entrepreneur. Enfin, essayez d'imaginer, ceux qui ne sont pas indépendants, ce que c'est comme pression, cette épée de Damoclès que ça représente. C'est vraiment écrasant. Et en plus, on a beaucoup entendu parler des aides de l'État à la télévision, sans jamais que les montants soient réellement précisés. Là, on a du concret. Il y a 12 000 € qui sortent et puis il y a 1 500 € qui tombent. C'est ça, c'est ça. Donc c'est quand même... mais il faut quand même... Après, moi, je suis peut-être pas aussi révoltée que ça. Je trouve qu'on est un pays quand même, on a de la chance. Parce que je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui ont peut-être eu le droit à encore moins que nous. On peut toujours trouver pire, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis qui résident en Suisse, donc je fais la comparaison assez facilement entre les deux systèmes. Bon, être restaurateur en Suisse, c'était
je pense, plus agréable que restaurateurs en France. Avec ces histoires de confinement, ils ont pu continuer à travailler. Oui, voilà. Non, mais ça, bon, après, c'est canton par canton. Mais il y a peut-être eu quelques petits confinements ponctuels. Mais ils n'ont pas laissé leurs entreprises se détruire. Et nous, la malchance qu'on a, c'est qu'on ne nous fait pas confiance. On ne nous laisse pas ouvrir. On ne nous fait pas confiance. Les restaurateurs, les cafetiers, les discothèques, tout ça, on ne nous fait pas confiance. Par contre, en France, on fait confiance aux gens qui n'ont pas d'adresse. On leur laisse faire n'importe quoi et nous, aucune confiance accordée. C'est ça. Et puis surtout, il y a quand même... la France, c'est un pays qui est vaste. On a l'impression que toutes les décisions sont prises à Paris, alors que les réalités sont très différentes entre l'Est, où il y a une recrudescence de cas de coronavirus, et par exemple le Sud-Ouest, où a priori, il y en a beaucoup moins. Pourquoi ne pas autoriser la réouverture des restaurants du Sud-Ouest? Et en plus, en Ile-de-France, on a un taux de combination on a un taux qui est beaucoup plus important que les autres, puisqu'on l'a tous plus ou moins attrapé. Donc on a à peu près 12 ou 14%, ce qui n'est pas le cas dans toute la France. Donc en plus, nous, on pourrait nous laisser réouvrir sur des normes sanitaires, que ce soit les restaurants, les cafés, ça, mais... En fait, cette centralisation, ça fait du dégât. Sur une épidémie comme celle qu'on est en train de vivre, c'est vrai que si c'était région par région que la situation était analysée et gérée, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les décisions locales soient prises au niveau local. Exactement. C'est vraiment... ça tombe sous le sens, mais comme en France, tout le monde met un parapluie, donc ça risque pas d'arriver. On est un pays de tradition jacobine, où tout est centralisé, bien sûr. Il faut quand même rajouter, si je peux, dès qu'on a réouvert après le confinement, il était écrit dans les mesures sanitaires qu'on devait mettre en œuvre que le responsable de l'entreprise se devait de bien respecter les règles sanitaires. Donc du coup, moi, j'ai été obligée d'engager un nouveau cuisinier chez moi pour me mettre en salle. Normalement, je suis en cuisine. Donc je suis allée en salle pour justement être sûr à 200% que les règles sanitaires étaient bien respectées. Donc du coup, c'est un salaire en plus. Autant vérifier, quoi. Exactement. Donc en juin, juillet, août, septembre, octobre, j'ai eu un salaire en plus. Mais ça m'a permis aussi de faire connaissance avec ma clientèle. Mais on se doit d'avoir une personne supplémentaire pour respecter cette norme sanitaire qu'on nous inculque. Moins de rentrées, plus de charges. Absolument. L'équation, elle est pas tenable. C'est un non-sens. Moi, je me suis... Et puis surtout, je reviens sur ce qu'on a dit. Avant les confinements, vous étiez libre. Après les confinements, le résultat des confinements, c'est que même ceux qui vont survivre grâce au prêt à taux zéro, ils sont tenus en laisse maintenant. Parce qu'il faut le rembourser. Bien sûr. Pas tout le monde va survivre déjà pour commencer. C'est ça. Il va y avoir beaucoup de casse. Pour l'instant, on s'occupe du coronavirus, mais on ne s'occupe pas de la casse qu'il va y avoir. Tout le monde fait des effets d'annonce, mais on ne sait pas. En réalité, derrière, ça va bien être pire que ça. Il y a le million de chômeurs qui est prévu, qui va se concrétiser. Parce que l'hôtellerie, café, restauration, c'est entre 7 et 9% du PIB français, ce qui est énorme. C'est ça, ouais. C'est énorme. Ouais, mais ça va être une équation qui va être très difficile à gérer, surtout que si j'ai bien suivi l'actualité économique, on en est à 120% d'endettement sur PIB. Là, ça a complètement dérapé. On va se retrouver très rapidement dans une situation très très délicate. Il y a aussi la banque, là, dernièrement, quand on a eu le confinement, je suis allée voir mon banquier, j'ai dit, est-ce qu'on peut reporter les échéances? Parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus. Mes échéances premières ils nous ont vraiment retardé. Absolument, ils nous ont retardé nos échéances de 6 mois. Donc sur un prêt de 7 ans, j'aurais 6 mois de plus à rembourser. C'est normal. Mais ça m'a rendu service, c'est bien. C'était une bonne mesure. Absolument. Pour le nouveau confinement, là, on n'a pas le droit. Les banques ne veulent pas en entendre parler, ça a été voté, donc il n'y a pas d'aide. Donc là, en ce moment, le crédit est payé, on paye le crédit et on paye notre loyer. En fait, le nœud coulant, il est en train de se serrer autour du cou, Absolument, parce que les banques, là, moi, mon banquier, alors que j'ai de bons rapports avec lui, il m'a dit non, là, on en a parlé en commission cet après-midi, il n'y aura pas moyen. C'est pareil, ils doivent commencer à être un petit peu dans la mouise. Ils doivent avoir pas mal de défauts de paiement, parce qu'il y a des gens qui font faillite, c'est tout le système qui est en train de se gripper. Voilà. C'est sûr. Il suffit que les familles aient 2 ou 3 crédits pour payer leur maison, plus l'affaire professionnelle, familiale, etc. Si tous les crédits, on ne peut pas nous les reporter à plus tard,
là, il va y avoir énormément de casse. Ça va être un enfer. Et donc, plus généralement, qu'est-ce que vous proposeriez pour que la concurrence soit vraiment loyale entre les restaurateurs et entrepreneurs français et ceux des autres pays? Parce qu'en fait, on est quand même en Europe, là, maintenant. Oui, on est en Europe. On est censé plus vraiment avoir de frontières, avoir une sorte d'harmonisation fiscale, et puis c'est pas du tout le cas. Donc c'est quand même une vraie concurrence déloyale. Quand on a, je ne sais plus quel est le taux exact de l'impôt sur les sociétés, mais en France, il est nettement plus élevé que dans les pays limitrophes. Donc on n'est pas dans un cadre de concurrence loyale. Est-ce qu'on ne pourrait pas exiger du gouvernement qu'il abaisse le taux d'impôt sur les sociétés pour le mettre dans la moyenne de l'Union européenne? Non, mais le problème en France, c'est comme pour le coronavirus, on va en cours de cassation, on va au Sénat, tout ça, et les choses n'aboutissent jamais. Donc, et quand ça aboutit au Sénat, après, ou qui retoque, après ça repart à l'Assemblée, ça non, mais se balade, de toute façon, ça peut durer un siècle. Hein. Voilà, exactement. On peut parler nous de ce qu'on veut, mais après les choses ne seront pas appliquées derrière. Ouais. C'est bien pour ça que. Moi, je pense que c'est pas vraiment la fiscalité qui bloque. D'accord, ce serait quoi alors plutôt? Ce serait les charges salariales. Les charges salariales? Absolument. D'accord. Pour moi. Mais c'est de la fiscalité de toute manière. Oui, mais c'est pas pareil. Là, vous parlez d'impôts sur les sociétés. Pour moi, je pense que vraiment le fil conducteur de la France ou d'un pays en bonne forme et tout ça, c'est d'offrir un emploi à des gens. D'offrir un emploi à des jeunes, à des moins jeunes, à des ménagères, à des femmes qui sont seules. Je dirais pas d'offrir, c'est de faire en sorte que les gens puissent se créer leur propre emploi, absolument, entreprendre sans être entravés. Et moi, mon rêve, ce serait d'avoir 2 personnes de plus dans mon restaurant. Voilà. Mais vraiment, pour faire plaisir encore plus à mes clients, d'être encore plus disponible pour eux, d'aller vraiment prendre encore plus de temps pour chercher des encore meilleurs produits. Donc ce serait moins taxer le travail en fait. Mais complètement. C'est ça, ouais. Là, quand on embauche quelqu'un, c'est juste horrible. On est pris au cou, on a la corde au cou. Et ça fait pas partie des charges européennes. On a voté l'Europe, on vote l'Europe. Mais il y a d'autres pays où les charges salariales, elles sont peanuts, voilà. Sûr. Et ça, moi, c'est un frein à notre travail, c'est un frein à tous les entrepreneurs. Quoi qu'il arrive, on se fait taxer, ça arrive toujours au même endroit, que ce soit sur le salarial, sur le patronat, sur ce qu'on veut. Voilà, c'est l'État qui gère nos... La vraie variable en fait qui pose problème, c'est le coût de l'État. En fait, on a un État-providence qui est extrêmement coûteux. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, entre la France et le Danemark, on a exactement le même salaire complet. C'est-à-dire que quand on calcule les revenus des gens, mais alors en agrégeant donc leur net, plus ce qu'il faut pour arriver au brut, plus les charges patronales, c'est exactement la même productivité, je dirais. Donc je ne sais plus le chiffre exact. Sauf qu'à l'arrivée, une fois qu'on a enlevé tous les prélèvements, eh bien, les Danois, ils ont 30% de pouvoir d'achat en plus. Tout simplement parce que leur État, il arrive à faire le boulot pour moins cher. Bien sûr. Tout simplement. Donc 30% de net en plus, c'est énorme. C'est astronomique. Ça change la vie. Ça n'a rien à voir. C'est astronomique. Et en fait, nous, en France, on ne le sait pas. C'est un secret, finalement, qui est bien gardé. Il n'y a que les entrepreneurs comme vous qui vous rendez vraiment compte. Là aussi, avec une expérience des bureaucrates dans notre entreprise, ils pourraient se rendre compte, même en une semaine, avec une fiche de salaire d'une semaine, ce qu'ils prennent en charge et le travail qu'ils ont fourni derrière les fourneaux en cuisine pour gagner, finalement, qu'est-ce qu'on a gagné ? Ce serait une idée extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a Arnaud Montebourg qui, quand il était au gouvernement, disait pas mal de bêtises. Depuis qu'il a quitté le gouvernement, il a créé plusieurs sociétés. Je crois qu'il a fait un truc dans le miel. Enfin bon, il s'est confronté à la réalité de l'entrepreneuriat. Il dit beaucoup moins de bêtises maintenant. C'est quand même remarquable. Je l'ai entendu dire des choses de bon sens pour la première fois depuis que je lis un petit peu ce qu'il raconte. Il commence à avoir les pieds sur terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très profitable. Non, mais le problème des politiciens, c'est qu'ils font des visites éclairs dans des grosses entreprises ou même des plus petites. Mais ils ne se rendent pas compte de la réalité des choses. Quand sur un salaire, quand vous donnez à quelqu'un, en plus quand vous parlez, nous on parle avec les comptables, quand on paie quelqu'un 2000 € brut, ça fait
1600 € net pour l'employé, mais nous, derrière, on paye des charges. Donc, les employés, ils parlent en net, ils regardent ce qui rentre dans leur poche à eux. C'est ça. Mais ils ne regardent pas ce qu'on paye en brut et ce qu'on paye derrière. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, leur vraie valeur, c'est à peu près le double, puisque en fait, le salaire complet, c'est le double du net. C'est le double, oui, c'est le double, oui. C'est la réalité. Donc, résultat des courses, quand vous voyez tout ce qui est à payer tous les mois, c'est pour ça qu'en France, peu importe dans quel métier, il y a des gens qui trichent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que malheureusement, ils trichent pour pouvoir vivre normalement. Ils ne trichent pas pour se faire plaisir. Oui, c'est parce qu'en fait, on a un coût du travail qui est monstrueux, quoi. Si en France, on baissait un tout petit peu l'impôt, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup plus de travail et d'argent qui rentre. Mais avant que l'impôt puisse baisser, il faut d'abord que les Français en prennent conscience. Donc il faut qu'ils comprennent cette notion de salaire complet. Quand ce sera compris, ce sera la révolution fiscale. Les gens, ils vont demander à ce que l'État leur coûte moins cher. C'est évident, les gens qui n'arrivent pas à boucler le mois en gagnant par exemple 2000 € net, c'est pas évident. Hein. Par exemple, ici en région parisienne, de vivre avec des salaires comme ça, s'ils savaient que leur véritable valeur, c'est 4000 €, mais ce serait la révolution. Hein. Ce sera la révolution. Oui, la révolution, mais oui. Non, mais la révolution douce, hein, sans violence. Oui, mais il y aurait très certainement une exigence d'avoir un fonctionnement aussi efficace. Et c'est possible, on l'a déjà fait. Là, on a un État qui dépense, si ma mémoire est bonne, 57% de la richesse nationale. Et sous le général de Gaulle, on dépensait 35% de la richesse nationale. Et pourtant, on avait la meilleure école du monde, les meilleurs hôpitaux, une armée puissante. Finalement, le travail, il était fait. Et actuellement, un pays comme la Suisse, que je connais très bien, eux, ils dépensent 35% de la richesse nationale. Et les services rendus à la population, c'est les mêmes. Mais bien sûr. Donc il y a certainement moyen de faire quelque chose. Non, mais c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Les gens qui sont énarques, c'est bien d'être énarque. Et encore là, du temps de Macron, on a eu de la chance parce qu'il a quand même pris des gens qui n'étaient pas des vrais politiciens, donc qui quand même connaissent la réalité. On a beaucoup de députés en France qui connaissent quand même la réalité des choses. Quand on regarde un petit peu sur l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des restaurants. Oui, mais comme Alain Griset ou tout ça, c'est des gens qui avaient des entreprises avant. Qui étaient vraiment, on a quand même cette chance-là. Parce que l'ancienne génération, le président de l'avant, par contre, c'était des bureaucrates. C'était que des énarques, quoi. Voilà, que des énarques, on pouvait discuter avec personne. Ils faisaient juste comme ça, ils avaient raison. Là, déjà, on a un moyen. Il y a quelques interlocuteurs valables. Voilà, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Bon, donc ça évolue assez, dans la bonne direction, mais tellement lentement que vous serez mort avant. C'est sûr. C'est ça le problème. Et les enfants aussi d'ailleurs, parce que là on parle de nous, mais nous on a fait notre vie, on a un certain âge, on a tous fait notre vie. Mais comment ça va être pour nos enfants? Pour tout ça, ça va être une catastrophe. C'est pour eux qu'il faut baisser les charges sociales. Mais même, je veux dire, qui va payer tous les dégâts qu'il y a actuellement? Même sans, donc, il faut penser à nos enfants, bien sûr, mais même, pour des gens comme vous qui avez travaillé dur, honnêtement, toute votre vie, voir tout ce que vous avez construit être détruit sur décision de bureaucrates, mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, quoi. Ça donne envie de renverser la table. Oui, d'accord, mais les Français sont des bons moutons et malheureusement, on ne peut rien faire. C'est peut-être c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'offres politiques alternatives, mais il y aura peut-être d'autres propositions qui vont arriver. Hein. Je crois que tout le monde subit, mais on a tous une approche différente. Il y en a, ils vont se contenter de ce qu'on leur donne. Il y en a, ils vont se dire, finalement, ce confinement, ça me permet de passer Noël avec mes enfants, avec mon fils, avec mon père ou quoi. Mais il y en a, ils vont être très positifs, et puis il y en a d'autres, ils vont être Après, moi aussi, je suis révoltée au fond, mais est-ce qu'il faut que je me révolte tous les jours et me dire ce qu'il faut, après c'est pas constructif. Très certainement s'inscrire dans des actions qui ont des chances d'aboutir. Et donc de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a d'autres manifestations, d'autres actions qui sont prévues par l'UMI? On a quelque chose de prévu au mois de janvier. D'accord. Mais pareil, on fait les manifestations, on se monte tout ça, mais derrière ça ne réagit pas du tout. D'accord. Et on est vraiment des pestiférés. Et vous avez des articles dans la presse? Oui, on a des articles. Il y a des pétitions qui sont lancées. Mais il y a plein de choses qui sont faites. On a même été au Conseil d'État avec des restaurateurs, des cafetiers, on n'était que 14. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des recours qui sont faits au Conseil d'État,
Bon, on a fait aussi à l'Union Européenne, mais ça arrivera dans 3 ans. J'espère qu'on sera réouvert ou fermé définitivement. Donc on ne sait pas. C'est des choses qu'on fait, on lance après les choses. L'Union Européenne, dans cette histoire, elle sert à rien. Elle vous aide pas. Non, elle sert à rien, puisque elle va rendre une décision dans 1 an ou 2 ans. La plupart auront fait faillite, auront réouvert, mais c'est vrai que l'Union Européenne ne sert à rien du tout. C'est sûr. Bon, ça c'est dit au moins. Sans compter, on n'a pas dit, mais nos fonds de commerce, là, actuellement, ils valent 0. Ah bah c'est évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne se rendent pas compte qu'un pays qui est en train de se casser la figure économiquement, c'est un pays dans lequel l'immobilier perd de la valeur. Parce que la valeur, elle n'est pas intrinsèque au bien, c'est une question d'offre et de demande. Si tout le monde est ruiné, l'immo, il vaut plus rien. Mais là, on ne parle même pas d'immobilier, on parle juste les fonds de commerce. Ah bah oui. Le fonds de commerce, parce que votre fonds de commerce, vous l'avez créé, vous avez pris un crédit de 50, 7 ans dessus, et aujourd'hui, il ne vaut plus rien, votre fonds de commerce. Tous ceux qui ont des cafés, des hôtels, des restaurants et discothèques, ça vaut 0. Oui, et puis avec toutes les faillites, il va y avoir un afflux de biens qui vont être bradés, qui va encore faire tomber les prix. Et puis les banques, comme elles sont un petit peu mal, elles ne vont pas pouvoir prêter facilement pour les acheteurs. Non, mais les robinets sont fermés là. On est vraiment dans un cercle vicieux. C'est sûr. Et donc, il y a une date qu'on peut annoncer pour une manifestation, pas encore, on ne sait pas encore. Non, au mois de janvier, on attend aussi le gouvernement. Le 7 janvier, ils vont nous dire comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a un conseil. Il y a un conseil aujourd'hui pour savoir comment ils vont reconfiner. On attend des nouvelles, comme d'habitude. En fait, on est suspendu à des décisions de bureaucrates, quoi. Exactement. Comme d'habitude. Exactement. Bon, en tout cas, on va faire le maximum pour relayer le message. On aura la possibilité d'écrire des articles dans la presse. On va faire tout ce qu'on peut pour vous soutenir. C'est gentil, c'est très bien. Plus il y aura de gens qui vont se mobiliser et transmettre le message, plus l'opinion publique sera au courant, plus ça aura des chances d'aboutir. Oui, d'informer le plus de monde possible. Il faut informer. Voilà. C'est évident. Écoutez. Bon, merci pour cette Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir.